Bonjour, j'espère que vous allez bien à la maison. Je suis très content de renouer avec vous avec cette semaine découverte de la centrale des artistes, Christine Huard, qui est directrice générale de cette entité qui peut aider notamment aussi nos événements ici sur le territoire lavallois à portée culturelle. Alexandra Diaz, animatrice et aussi autrice de livres culinaires très populaires, viendra nous partager sa passion des air fryers et je lui ai même imposé un défi. Vous allez voir un peu plus loin. Il y a aussi Andréane Brault qui est ambassadrice pour un mouvement qui incite les jeunes filles à bouger, qui est très porteur. Soit fille active, elle sera avec nous aussi pour en jaser un peu plus loin. Michel Trudel, homme d'affaires très impliqué depuis 50 ans dans le domaine du cinéma au Québec, a un grand projet de plus de 200 millions de dollars ici sur le territoire lavallois, qui a d'ailleurs obtenu l'aval du conseil municipal. Marie-Ève Côté, chanteuse qui est passée par Star Academy il y a 20 ans, en 2004, d'ailleurs, sort une nouvelle chanson pour une noble cause. Il y a Linda Vaillant aussi qui viendra nous parler de la réalité des pharmaciens et pharmaciennes en milieu hospitalier. Nicolas Vincent Poirier aussi vient jaser de cinéma avec ses plus récentes découvertes. Et on parlera également Ligue nord-américaine de hockey parce que c'est les séries qui commencent pour les pétroliers de Laval ce week-end. Alors, les forces en présence, eux qui affrontent les éperviers de Sorel-Tracy. Et de même aussi, Christine Pagé pour débuter. On parle de burn-out amoureux. Je vous souhaite une très belle émission. On parle souvent de burn-out au travail, d'épuisement professionnel. Ça peut être le cas également pour votre couple. Est-ce que c'est la lassitude, les nombreuses années qui peut-être se sont emparées de votre couple ou de peut-être de moins maintenir l'étincelle? Est-ce que les enfants également ont pris peut-être plus dans votre quotidien de place que pour votre homme, votre conjoint? On va en parler. Je m'en remets toujours à elle quand il est question de ce genre de questions-là, justement. Elle est psychologue. C'est Christine Pagé qui est avec nous. Salut, Christine. Oui, allô, Alex. Merci de prendre le temps de nous parler. Qu'est-ce que c'est le burn-out amoureux? Parce que ça peut avoir plusieurs déclinaisons, là. Oui, bien, en fait, un peu comme le burn-out professionnel au travail, c'est une espèce d'épuisement, mais qu'on ressent dans la relation amoureuse. Donc, ça amène évidemment une espèce de prise de distance au niveau des émotions, au niveau des sentiments amoureux aussi qui s'émoussent, on pourrait dire. Hein? Donc, la personne, elle peut vivre un peu des symptômes un petit peu comme on vit dans l'épuisement professionnel, mais ça peut aller très bien au travail. C'est vraiment dans la relation amoureuse qu'elle se sent de cette façon. Est-ce que c'est le facteur temps? Quels sont les signes peut-être pour les repérer du burn-out amoureux? Oui, bien évidemment, le temps, c'est rare qu'on dise ça dans les tout premiers mois, premières années d'une relation. Non, évidemment, quand le désir et la passion est là, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Donc, c'est sûr, l'usure du temps, tout simplement, le fait de ne pas avoir beaucoup de temps, justement, ensemble, en couple. Hein, évidemment, quand on a des jeunes enfants, ça peut amener à ça parce qu'on a de moins en moins de temps ou on ne se prend pas de temps. La perte de l'intimité physique, hein, des fois avec le temps, la fatigue, l'épuisement, que ce soit à cause du travail, comme je disais, des jeunes enfants, on a de moins en moins de relations intimes, sexuelles, d'affection, même se tenir la main en marchant, se coller devant la télé. Donc, ça amène cette espèce d'éloignement. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça, là, évidemment. Là. Oui, puis peut-être aussi, tu sais, des fois on dit de passer du temps ensemble, mais des fois aussi que la personne soit toujours dans la cellule familiale, n'ait pas d'exutoire à l'extérieur pour elle-même, tu sais, du temps pour soi, un sport, une manière de socialiser autre que d'être toujours dans cette même cellule familiale. J'imagine que ça aussi, ça peut être un facteur déterminant aussi là, pour avoir peut-être un burn-out ou non, là. Exactement. Ça fait partie des stratégies, en fait, à utiliser pour
dans le fond, c'est un peu drôle à dire, pour se rapprocher, parfois, il faut s'éloigner. Donc, aller chercher de l'oxygène à l'extérieur du couple ou de la famille, de la maison, que ce soit par une activité sportive, artistique, des rencontres entre amis ou tout simplement du temps juste pour soi, pour méditer, pour faire de la lecture, peu importe ce qu'on fait. Mais oui, c'est extrêmement précieux d'avoir sa propre autonomie, en fait, affective et pas toujours être dans la bulle de l'autre. Oui. Est-ce que c'est aussi, quand arrive ce genre de moment-là où on se remet en question dans notre couple, est-ce que c'est aussi bon de se poser la question sur se dire que veut-on vraiment dans notre vie amoureuse? Parce que parfois, ça part de soi aussi, notre propre insatisfaction. Puis si on n'a pas défini qu'est-ce qu'on voulait vraiment de notre vie amoureuse, c'est peut-être une bonne question à se poser ou... Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est important de se pencher ou repencher à nouveau sur nos valeurs profondes parce que c'est important d'avoir des valeurs assez similaires avec notre conjoint, notre conjointe et effectivement nos besoins. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est plus un besoin d'affection, de reconnaissance? Des fois, il y a des gens qui se mettent en couple parce qu'ils veulent absolument former une famille, mais une fois que la famille est formée, il arrive quoi avec le couple? Ou une fois que les enfants sont partis de la maison, ça aussi, on peut voir des crises à ce moment-là dans le couple quand les parents se retrouvent seuls à la maison et là, ils sont moins des parents, ils redeviennent un couple. Donc, c'est tous des moments dans le développement, dans les phases de développement du couple là, qui peuvent amener cette espèce de crise conjugale, finalement. D'ailleurs, on en a parlé un peu avant de pouvoir se jaser devant les caméras, mais toi, ça arrive dans ta pratique en tant que psychologue que tu rencontres, là, que tu fais une sorte de médiation avec les couples, justement. Est-ce que dans ta démarche, par exemple, est-ce que c'est de donner un temps de parole à chacun et finalement pour que chacun d'entre eux puisse émettre leur doléance, puis par la suite de trouver un genre de point de rapprochement? Comment tu interviens, toi, dans ta façon, dans le fond, avec un couple pour pouvoir tenter de se rapprocher? Bien, tout d'abord, c'est ça, je rencontre toujours le couple ensemble dans un premier temps. Puis ensuite, je les vois une fois seulement séparés pour voir, entre autres, leur motivation et leur amour. Parce qu'on s'entend que pour être en thérapie couple puis changer, il faut que les deux veulent changer. Donc, il doit avoir la motivation, mais il doit encore avoir des sentiments amoureux. Il doit avoir de l'amour. S'il n'y a plus rien, puis le couple sont seulement des colocataires, il y a peu de chances que la thérapie fonctionne, à part que ce soit peut-être pour amener finalement à une séparation. Donc, on fait ça. Ensuite, on revient, puis oui, c'est sûr que chacun a son tour de parole. Ça peut arriver qu'une rencontre, c'est plus madame, l'autre rencontre, c'est plus monsieur qui va parler, par exemple. Mais habituellement, c'est assez bien équilibré, là, je dirais. Puis, ben, c'est de parler, mais de s'écouter. L'autre doit écouter. Ils sont là pour ça, justement, pour prendre le temps, enfin, de s'écouter, ce qu'ils ne font pas nécessairement au quotidien à la maison. Oui. Et parfois, ça peut être difficile un petit peu. Des fois, on est un petit peu plus cambré, là. On est peut-être plus sur la défensive. Donc, j'imagine que ton bureau devient un terrain neutre pour pouvoir échanger, pouvoir un peu mieux être à l'écoute de l'un de l'autre, puis pouvoir se comprendre. Évidemment, il reste encore un petit peu de temps, puis on pourra en parler plus longuement lors d'une prochaine chronique ensemble, Christine, mais je voudrais juste qu'on prenne ce moment-là qui nous a octroyé pour parler un petit peu du burn-out parental. Est-ce que c'est lié avec le burn-out amoureux? Est-ce que ça peut devenir une espèce d'effet boule de neige si jamais l'un et l'autre n'est pas, disons, réglé ou au diapason? Bien, ça pourrait. Effectivement, qu'on peut vivre les deux en même temps, comme séparés aussi. C'est-à-dire que un parent pourrait vraiment vivre un épuisement parental par rapport à des enfants, parfois des enfants un petit peu plus difficiles ou exigeants, ou parce que le parent lui-même a des problèmes de santé mentale, dépression, anxiété, etc. Et tout en étant toujours amoureux de son conjoint. Mais c'est sûr que déjà, si on est en épuisement d'un côté, si on ne sent pas le soutien, par exemple, de notre conjoint alors qu'on est épuisé au niveau parental, ça se peut qu'à un moment donné, ça ait vraiment des répercussions et un impact aussi dans la relation avec le conjoint. Fait que c'est sûr que ça pourrait être vécu en même temps à ce moment-là. Oui. D'être donc à l'écoute des signes. On se reparlera bien sûr dans une future chronique de burn-out parental. Pour aussi faire comprendre la réalité. Des fois, avec les enfants, c'est un tout autre aussi. Tu l'as un peu évoqué, là, mais de façon succincte. Mais on aura le temps, on en prendra aussi pour parler de la vulnérabilité aussi des parents qu'ils peuvent vivre aussi au quotidien. Christine Pagé, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi, merci beaucoup.
Depuis 2007, cet organisme contribue vraiment à l'essor régional de la culture ici sur le territoire lavallois. Elle en est d'ailleurs la directrice générale de la Centrale des artistes. On vous présente l'organisme, mais bien sûr, cette directrice générale, c'est Mme Christine Huard qui est là. Bonjour! Bonjour! Rappelons-le, parce que je sais, je le disais, depuis plus d'une quinzaine d'années quand même, vous êtes là. Oui. Mais qu'est-ce que c'est la Centrale des artistes? La Centrale des artistes, c'est une drôle de bébite à plusieurs têtes. OK. Parce qu'on est à la fois des producteurs délégués, des programmateurs délégués pour les villes, les entreprises privées. On fait nos propres projets également, puis on fait du référencement d'artistes. Donc, on fait beaucoup de choses, toujours dans le milieu culturel, pour défier la désertification culturelle. Donc, vous pouvez autant être mandaté par d'autres organismes pour les accompagner pour des événements. J'ai vu récemment sur votre sur Facebook, sur votre page, une publication. C'est un événement qui s'appelait Laval Innove. Oui. Là. Donc, concrètement, vous les avez aidés comment? Là? Bien, concrètement, on les a accompagnés pour développer le concept de cette année. Donc, on est avec un travail de co-création, on les a amenés à se dire, bien, si l'événement est en 2050, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on dirait? OK. Ouais. Oui. OK, puis même, donc si moi, par exemple, j'ai un festival, j'ai une idée dans ma tête. Il faut nous appeler. Bien, je vous appelle et vous m'aidez quoi sur la programmation artistique, sur les valeurs, l'ADN de mon événement complètement? Oui. Dans le fond, on peut vous accompagner à développer votre direction artistique ou si vous n'en avez pas, vous ne voulez pas en développer une, on peut vous apporter la nôtre. Donc, nous, dans nos démarches, dans notre programmation artistique, on fait toujours une place à la parité homme-femme, aux artistes issus des diversités culturelles, aux artistes locaux également. Oui. Puis ça, c'est partout sur le territoire lavallois, dans tous les secteurs aussi de Laval. Là. Oui, dans tout le grand territoire de Laval, on couvre de Saint-François à Sainte-Dorothée. Donc, on aime l'ensemble du territoire. Ben, j'ai vu votre participation, là, puis les chiffres sont concrets, là, mais notamment les ondes musicales, parce que j'aime beaucoup le concept des ondes musicales. Et donc, vous êtes intervenu, vous avez concrètement aidé l'événement et tout ça, mais c'est combien de projets par année, des artistes aussi à part entière que vous pouvez aider là, dans une année, par exemple? L'année passée, la Centrale des artistes a piloté 29 projets. Un projet, des fois, peut avoir 20 spectacles. Mais concrètement, on a donné 172 contrats à des artistes l'année passée. Donc, grâce à vous, des artistes peuvent vivre de leur art, peuvent s'épanouir, se développer aussi sur le territoire lavallois. C'est possible de le faire? Bien, on peut rayonner sur le territoire lavallois, complètement. Vous avez sans doute des contacts avec d'autres instances ou d'autres organismes comme le vôtre qui sont dans des villes, des régions qui ne sont pas très loin de nous. Qu'est-ce qui nous définit culturellement sur le territoire lavallois? Qu'est-ce qui fait de nous peut-être notre propre culture, j'ose dire? Est-ce que c'est une trop grosse question? Mais je la pose à l'instant. Bien, en fait, je pense que la culture à Laval, c'est un secret bien gardé qu'il faut maintenant dévoiler. Parce qu'on a longtemps entendu dire qu'à Laval, il n'y avait pas de culture, ce qui est faux. Qu'on était la ville d'à côté, c'est-à-dire la ville de Montréal, puis qu'on n'avait pas notre propre identité. Oui, c'est vrai que c'est un gros défi, là, mais il y a des choses fort intéressantes. Puis là, je peux parler pour nous, là. Donc, depuis 3 ans, on a créé le Festival Mosaïque, qui est un festival qui célèbre les artistes issus des diversités culturelles. Puis ça, cet élément-là de diversité culturelle, c'est très présent à Laval. Puis il faut la célébrer. Je pense que vous avez raison. Puis il n'y a pas justement, là, parce que là, au moment de se parler, on est à quelques jours du dévoilement d'un projet concernant le festival, je pense, Mosaïque, c'est ça? Ben oui. En fait, on est à quelques jours de dévoiler notre Mosaïque Club. On s'est imaginé, c'est une web-série qui va être disponible via notre site web et ça met en vedette 2 artistes qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent et qui jasent. On les écoute. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme une formule balado, mais vidéo. Oui, ça s'écoute en balado ou en vidéo. C'est comme un blind date entre 2 artistes. Quand même intéressant dans la formule. Est-ce que, parce qu'on parlait de ce projet-là, est-ce que c'est justement l'avenir, ça, davantage dans vos développements que vous avez sur le court moyen terme? Parce qu'on parle beaucoup de plateformes numériques, de nouvelles plateformes pour un artiste pour se faire connaître, se faire voir, se faire entendre, peu importe quel est notre art. J'imagine que ça passe par là un peu pour un artiste multidisciplinaire.
Oui, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Dans le fond, le web ou le numérique doit bonifier l'expérience en vrai. L'art vivant. Oui, l'art vivant, le moment où on est tous réunis, puis on vit la même chose face à un spectacle, à une toile, peu importe. Là, pour moi, ça doit bonifier et non pas remplacer. Oui. Est-ce qu'on a aussi, justement, peut-être... Comment je veux dire, est-ce qu'on a assez aussi à Laval de plateformes, de lieux de diffusion, par exemple, qui sont adéquats pour nos artistes? Parce que j'entends par ça parce que, tu sais, évidemment, la musique, c'est un art populaire. Oui. On a souvent des lieux de diffusion qui sont faciles d'accès. L'humour, c'en est un autre. Mais est-ce qu'il y a une offre assez large pour quelqu'un qui est dans danse contemporaine, par exemple, dans des secteurs plus nichés de l'art? Parce que c'est large, là, l'art, oui. justement. Là. Ben non. Non, Laval, c'est un immense territoire. Il y a très peu de salles de diffusion. Puis, il y a de la place pour de nouvelles salles de diffusion, de nouveaux lieux adaptés. Comme nous, la centrale, on s'est spécialisé dans des lieux atypiques, mais je pense que pour bien faire rayonner les artistes, ben, il faudrait de nouveaux lieux. Est-ce qu'il y a justement des propositions auprès de la ville de Laval? Est-ce que vous êtes concrètement en pourparlers, en suggestions, en conseils de façon constante? Est-ce que le canal de communication est bien ouvert avec la ville, par exemple? D'autres instances là, de gouvernance? Là. Bien, enfin, oui, le canal est bien ouvert. Là. On a une belle écoute de la ville. Puis oui, on a des projets. En tout cas, la centrale a des projets pour possiblement une nouvelle salle de diffusion sur le territoire lavallois. Et ça, c'est un scoop. Là. Ah oui, c'est un scoop? Ouais, ouais. Où, quand, comment, pourquoi? Mes 5 W du journalisme, là, c'est où, quand, comment, pourquoi? Non, ben, je la pose. C'est vrai? C'est vous qui avez ouvert. C'est vous qui avez ouvert la porte. Moi, je fais juste poser mes questions. Ben, je fais mon rôle. En fait, je pense que l'ensemble du territoire a de l'intérêt. On en développerait partout. Là. Notre première action, on aimerait que ça soit à Pont-Viau. OK. Ouais. Ou à Pont-Viau? C'est grand, Pont-Viau? Ben oui, c'est grand, Pont-Viau, hein? Mais c'est sur le bord du pont. Ah oui. Ça, c'est bien repoussé. Je vois que vous êtes directrice générale, faites bien votre travail. Est-ce que il y a des gens qui peuvent contribuer? Puis c'est quelque chose que je ramène parce que on a besoin des fois des gens qui sont peut-être pas j'ose dire, ce talent artistique-là. C'est peut-être mal formulé, je ne veux pas être grossier, mais en ce sens où il y a des gens qui aiment peut-être mieux être dans l'ombre. Ben oui. Être dans l'ombre et soit être bénévole, soit s'impliquer de manière administrative pour supporter nos artistes qui, des fois, ont peut-être moins d'instinct sur le plan économique ou de gérance ou de gestion, parce que c'est ça aussi, souvent être un artiste là, de nos jours, veut pas. Oui. Là. Est-ce que vous recherchez toujours des gens pour s'impliquer dans des événements ponctuels ou de financement? Ben oui, en fait, il y a deux façons. Rapidement, là, pour s'impliquer, là, on a notre conseil d'administration. Il y a un siège de disponible. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de postuler, on va être prêt à les accueillir. Ouais. Ben oui, bien sûr. Mais sinon, c'est toujours on peut s'investir puis s'impliquer, notamment au Festival Mosaïque, comme bénévole. Oui. Ouais. C'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. On sera attentif, bien sûr, à toute proposition. Rappelez-nous, parce qu'on a encore le temps, ce sera dévoilé festival. Le Mosaïque Club. Oui, merci. Mosaïque Club, dans quelques jours. Sur les plateformes, sur les plateformes de la Centrale des artistes. Oui, on fait festivalmosaïque.laval.com. Alors, tout sera là pour cette proposition. Merci beaucoup d'être passé. Ouais, merci. Je rappelle, Mme Huard, bien sûr, Christine Huard, qui est directrice générale de la Centrale des artistes. Merci de faire œuvre utile chez nous, de nous faire connaître nos artistes qui parfois manquent de tribunes, manquent de plateformes peut-être pour se faire connaître, puis vous êtes essentiel pour ça. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui. On a eu, à une certaine époque, tu sais, le fameux croque-pot, le Thermomix, la mijoteuse. Et là, c'est vraiment l'air fryer qui semble révolutionner la façon de cuisiner pour les familles québécoises. Alexandra Diaz, qui, justement, est l'autrice d'un livre sur la question « L'amour est dans le air fryer ». Elle est là. Salut, Alexandra Diaz. Salut, je suis contente de te revoir. Merci de l'invitation. Merci à toi aussi de prendre le temps de nous parler. Là. Évidemment, je me pose la question, pourquoi toi, tu as eu ce béguin, cet amour pour le air fryer, comme bien du monde aussi, là, qui semble tomber en amour avec ça?
Ben, dans ma vie à moi, je pense que c'est une question de génération. Les plus jeunes autour de moi, de qui je m'entoure et avec qui je travaille, m'ont influencé, plus particulièrement une de mes collègues il y a 2 ans qui m'a regardée comme une extraterrestre parce que je n'avais pas de air fryer. Et comme je la respecte beaucoup, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, donc je lui dois mon entrée dans la modernité. Oui, mais tu sais, est-ce que ça va être un effet qui va, disons, une vague qui va rester? Parce que, je le disais, il y a eu la fameuse mijoteuse, il y a eu tellement de bidules pour cuisiner à travers les années, les décennies. Puis est-ce que vraiment le air fryer est là pour rester? Moi, je pense que oui. Bon, c'est sûr que l'avancement de la science, de la technologie, les créateurs, les gens d'affaires, les entrepreneurs, les gens qui ont du flair vont nous arriver avec une autre surprise. Mais par rapport à la machine du air fryer, puis moi, je pense au modèle qui est anti-adhésif, parce que c'est celui qui est comme un four à pain, qui est extraordinaire, mais ce n'est pas celui qui m'a donné envie de faire un livre. C'est vraiment celui qui est anti-adhésif, qui a une cuisson vraiment croustifondante, qui copie vraiment l'aspect de la friture, mais avec une cuisson à air chaud. Là. Je pense que ça va rester parce que pour l'utiliser vraiment tous les jours, matin, midi, soir, puis je pourrais te dire comment optimiser son utilisation. C'est un petit électroménager qui fait peut-être 90 % de tout ce que je cuisine parce que j'ai un Vitamix qui fait des smoothies, j'ai un autocuiseur de riz qui fait du riz, j'ai une mijoteuse qui fait des bons mijotés en hiver ou quand j'ai envie que la cuisine se fasse sans moi ou quand j'ai envie d'un plat réconfort. Mais là, on a quelque chose qui fait presque tout et c'est là où je l'appelle un peu mon assistant personnel en cuisine, c'est-à-dire que je peux profiter de ce plaisir de cuisiner parce que tu as toujours bien encore à chopper des légumes, à faire une recette, à composer un plat, mais avec un outil de cuisson qui, si le résultat de la cuisson n'était pas aussi exceptionnel ou, en tout cas, égal ou plus exceptionnel que d'autres modes de cuisson, on n'en parlerait pas. Fait que le résultat, c'est vraiment, 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 vraiment miam. Là. Tu sais, c'est croustillant. Là. Tu peux, comme sur TikTok, là, quand ils grattent avec une fourchette, là, les ASMR, là, le bruit, là, tu entends le croustillant sur un légume ou quelque chose qui n'est pas juste une patate frite ou une aile de poulet. Et c'est aussi très, très rapide, mais sécuritaire parce que je peux partir mes œufs le matin, mes toasts, aller faire mes cheveux, revenir et ne pas le surveiller puis prendre le temps de déjeuner. Ça, c'est quand même tout un défi, puis je pense que c'est ce pourquoi également ça vient répondre et sauver du temps pour bien les familles, bien les gens, le côté pratique comme tu l'énumères. Puis tu nous proposes d'ailleurs dans ton livre 75 recettes. Pourquoi 75? Pourquoi pas 125, 225? Pourquoi tu nous as proposé 75 recettes? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, tu sais, avec Cuisine Futée, des fois, on en avait 150 ou plus avec une saison, puis des recettes exclusives au livre. Puis dans mon premier livre solo, Fiesta Santé, j'en avais 119, je pense. Puis je trouve que 75 répartis dans une saison, ou en tout cas, tu sais, ou 2 saisons, c'est un répertoire de petit déjeuner, lunch, collation, snack, apéro, finger food, dessert, réaliste, comme menu d'exploration. C'est comme si tu disais, Alex, je m'en vais au Chili, t'es chilienne, donne-moi tes adresses, puis je t'en donnais 150. Moi, quelqu'un qui me dit ça quand je pars en voyage, mettons, tu sais, à New York, là, on pose ça, là. OK, je m'en vais à New York, vos meilleures adresses. Puis là, les gens t'en donnent 160. Arrêtez de me niaiser, donne-moi tes 3 bestes. J'ai pas le temps pour plus. Donc, je trouve que pour une année, avec une famille, c'est un chiffre généreux, mais pas genre, tu l'utiliseras pas. J'aimerais ça que tu tombes en amour avec chacun de mes chapitres. Si je t'en donne plus que 7-8 par chapitre, tu n'as pas le temps de tomber en amour avec ma proposition. Oui, clairement. Puis en même temps, tu sais, c'est ce qu'encore on découvre avec les livres, qu'à chaque fois, j'aime les essayer parce qu'elles sont simples aussi à faire. Puis ne serait-ce que, oui, avec un air fryer qui nous, on le dit, on le facilite notre vie, mais c'est facile d'accès, c'est accessible même pour moi qui est peut-être un peu moins, je dirais, bon en termes, tu sais, je l'avoue candidement, c'est pas moi le meilleur cuisinier, c'est ma blonde qui cuisine. Elle a ce talent-là que j'ai un peu moins, mais quand même, je me plais à essayer des recettes parce que c'est pour monsieur, madame, tout le monde, c'est assez facile à faire et c'est bon aussi. Bien, je suis heureuse de t'inspirer parce que
Moi, je n'ai jamais prétendu être chef. Là. Je suis une maman qui est née dans une famille de grands cuisiniers non professionnels, mais dans ma famille, tout le monde cuisine. Je l'ai souvent dit, tous les hommes cuisinent aussi parce qu'on est quand même une famille très matriarcale. Mais les hommes cuisinent et tous cuisinent mieux que moi. C'est juste qu'eux autres, ils n'ont pas l'idée de faire des livres de recettes. Donc, c'est moi la queen de la cuisine chez nous. Mais tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup et que j'assume avec grande humilité, mais un grand désir d'utilité, c'est que quand une maman signe des livres de recettes, il y a un souci d'éducation, il y a un souci d'alimentation saine, il y a un souci de prêcher par l'exemple. Je suis obligée de simplifier les recettes parce que je les ai apprises comme ça dans ma famille, puis ma maman, c'est ce qu'elle m'a appris. Mais j'ai l'impression d'outiller mes enfants, puis si ça peut rendre service à des gens qui sont un peu intimidés par la cuisine, mais qui aimeraient peut-être cuisiner parce que c'est en ce moment l'option la moins chère pour manger santé dans un contexte économique de grande précarité pour plusieurs. Puis moi, je suis vite, là. Je suis une fille qui aime les raccourcis intelligents, qui n'a pas peur d'acheter une sauce du commerce, même si j'aime faire mes propres sauces. Je suis sur un budget. Puis le air fryer, là, un truc le fun pour les gens qui sont... en tout cas, ceux qui disent que la vaisselle les détend, j'aimerais ça les rencontrer. Là, mais moi, je trouve que le fait de n'avoir que mon tiroir à nettoyer rapidement avec un linge, alors que je n'ai pas à partir 2-3 chaudrons, bouillir des trucs, cuisiner, pas mettre ça dans mon lave-vaisselle, puis je m'épargne en plus un tour de lave-vaisselle. Tout ça est comme intelligent, tu sais. Oui. Mais en même temps, je te contredis, Alexandra, là-dessus, parce que je trouve qu'il y a bien des discussions qui peuvent se régler autour d'assiettes et de frotter. Quand ton chum ou ta blonde est en train de laver et toi, t'essuies. Je trouve qu'il y a des conversations, des fois, qui se font là. Il y a des choses qui peuvent se régler autrement. Et des fois, c'est pas juste parce que tu mets pas du bon bord dans le lave-vaisselle, la fourchette ou la cuillère parce que le chum ou la blonde n'est pas d'accord là-dessus. Non, des fois, il y a des choses qui peuvent se régler là. Je te le donne, tous les lieux de communication se valent, mais moi, tu ne régleras rien avec moi en faisant de la vaisselle. OK, je prends note. on pourrait en jaser de quelle façon on peut régler. Mais chose certaine, est-ce que toi qui n'attends pas l'autre, parce que je me rappelle, on t'avait reçu l'an dernier pour un autre livre, plusieurs mois plus tard, tu nous accueilles avec ce nouveau livre-là. Est-ce que tu travailles sur déjà un autre volume sur le plan culinaire, là? Absolument. Moi, je suis toujours en développement. Je suis quelqu'un dont la curiosité est infinie. Je suis une grande gourmande. J'aime vivre des expériences. J'aime goûter des trucs. J'aime découvrir des trucs en épicerie. Donc, je suis constamment en développement. Je travaille avec des gens qui ont été formés à la grande école, donc à qui je peux soumettre toutes mes inspirations, tout ce que moi je garoche. Puis les autres, ils rendent ça vraiment professionnel pour que je puisse en faire des publications parce qu'on se rappelle que je suis une journaliste à la base. Donc, pour moi, écrire un livre, c'est vraiment un acte militant parce que le papier, pour moi, c'est un beau legs. J'ai une mère qui m'a dit que le plus beau design, si elle avait été designer ou décoratrice, ça aurait été de vivre entourée de livres. C'est la plus belle richesse qu'on peut s'offrir, celui de la lecture, puis celui de la cuisine. Donc, tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup écrire et puis j'aime vivre des expériences. Donc, l'un dans l'autre, si je peux ensuite satisfaire mes papilles entourés de gens que j'aime, je te jure que c'est pas demain la veille où je vais arrêter de proposer des livres de recettes. Donc oui, il y en aura un prochain. Puis aussi, si on est en 4e réimpression à l'heure où on se parle, elle est partie aujourd'hui, la 4e réimpression. C'est fou. C'est signe que tout le monde peut être bon en cuisine. C'est signe que l'air fryer fait que tout le monde peut se sentir accompli comme cuisinier parce que la cuisson est le fun. Puis c'est signe que mes recettes inspirent justement des gens qui sont un peu dans la même situation que moi. Là, ça n'empêchera pas que j'aime aussi le samedi soir parfois inviter des amis puis cuisiner autour d'une bonne bouteille de vin. Mais tu sais, un mercredi soir... mettre mon riz que j'ai sorti du congélateur, que je mets dans un panier, puis à côté une protéine végétale ou animale, tout ensemble, puis que c'est assurément croustifondant, il n'y a personne qui peut être contre ça, tu sais. Ouais. En tout cas, assurément qu'on va être alerte pour te recevoir, Alexandra, pour ton prochain livre. Mais il y a une chose certaine, un jour que j'aimerais faire avec toi, je sais que tu cours. Oui. Alors, on ira courir ensemble. Je suis un grand coureur aussi. Alors, on saura faire quelques kilomètres de course ensemble. C'est un rendez-vous, ça aussi. Attends, tu t'en iras pas de même, là. On se lance un défi. Est-ce que tu vas être au Marathon de Montréal cette année? Je ne serai pas au Marathon de Montréal, mais j'étais marathonien. J'étais marathonien l'an dernier au Petit Train du Nord dans les Laurentides. Mais si tu y vas, si tu t'inscris Marathon de Montréal,
Tu pourrais peut-être... Un demi? Un demi, pourquoi pas? Un demi, on peut parier ce qu'on veut ensemble, que tu arrives le premier, mais que tu m'attends au bar puis qu'on célèbre mon arrivée tardive. Hey, je vais faire mieux que ça, je ne serai même pas têteux. Je vais t'attendre tout le long du parcours. Ah! Et ça, là, ça veut dire que toi, pour toi, la course, c'est une telle belle philosophie que tu veux la partager sans compétition. Je suis capable de faire les deux, mais j'aime les deux. J'aime la fonction compétition. C'est quoi ton temps? C'est quoi ton temps en kilomètres? Un demi, 5 km, tu cours ça en combien de temps? 5 km, je fais ça en 23 minutes, 23 minutes quelques, là. OK, moi, je fais ça entre genre 30 minutes quand je suis bien entraînée, 37 quand j'ai traîné de la patte sur mon entraînement. Ah, mais Alors, je t'invite à venir faire une sieste de course à mes côtés. Ouais, oui, pourquoi pas? Tu viendras dormir. Je vais t'attendre. Au pire, je vais dormir un petit somme. Puis quand tu vas passer, je vais me réveiller puis je vais passer avec toi. J'adore. Aucun jugement. Oui. Mais non. Avec beaucoup d'affection. Merci beaucoup, Alexandra Dian. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Merci. Merci à Lucette aussi. Oui, elle est là. Partenaire d'équipe. Elle te passe le bonjour, là, notre caméraman préféré. Toujours fidèle avec son sourire et sa face de Lucette. Oui. Bye la gang, je vous aime. Salut, moi aussi. Bye bye, merci. Depuis 2007, ce mouvement contribue à améliorer la perception corporelle de nos jeunes filles, l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes aussi dans un récent sondage. C'est là pour le prouver. Peut-être que vous avez des petites filles, votre propre fille aussi qui a participé à Filles Actives, une des ambassadrices cette année, pour une 3e année consécutive d'ailleurs, qui est à mes côtés. C'est Andréane Brault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Pourquoi tu as accepté l'invitation encore cette année pour une 3e année d'être ambassadrice de Filles Actives? Bien, ambassadrice Filles Actives, pour moi, c'est vraiment important. C'est ma façon de m'impliquer chez le mouvement de l'activité physique chez les adolescentes. Donc, anciennement, j'étais enseignante en danse au secondaire et puis j'aimais le contact avec les élèves. Maintenant, je ne le suis plus, mais ça me permet justement d'avoir encore un contact avec les adolescentes par l'entremise de Filles Actives. Puis c'est un organisme aussi pour lequel je partage entièrement les valeurs, tout ça. Donc, mais parlons justement, quelles sont ces valeurs-là? Quel est le mouvement? Donc, qu'est-ce qui est l'ADN finalement de Filles Actives? Bien, Filles Actives, dans le fond, c'est un programme qui est implanté dans les écoles pour promouvoir l'activité physique chez les adolescentes. Parce que les études démontrent qu'après un certain âge, quand les filles deviennent un petit peu plus âgées, rentrent au cégep, à l'université, il y a environ 9 filles sur 10 qui arrêtent de bouger de façon quotidienne, tout ça. Donc, c'est vraiment un programme qui est conçu pour emmener les adolescentes à découvrir dans le plaisir des formes d'entraînement, des activités physiques, tout ça, de bouger entre amis, en gang, en groupe. Et puis, c'est vraiment des activités multisports, non compétitives. Donc ça, c'est vraiment un aspect que je trouve intéressant de Filles Actives. Ouais. C'est non compétitif, c'est axé sur le plaisir. De le faire en gang ensemble, là, aussi, là. Ça permet de socialiser, j'imagine, de créer des liens aussi avec des jeunes filles qui vivent les mêmes réalités ou qui, peut-être, ils peuvent s'entraider là-dedans, là aussi. Oui, exactement. Et puis, dans chaque école, il y a des responsables scolaires. Donc, ça, c'est les personnes qui s'occupent des activités Filles Actives au sein de leurs écoles. Parfois, c'est des enseignants. Parfois, c'est des techniciens, techniciennes en loisirs. Ça dépend de chaque milieu scolaire. Et puis, ces personnes-là vont vraiment encadrer tout le programme, vont organiser l'horaire des activités, vont communiquer avec les ambassadrices pour venir faire des visites. Okay. Et quand tu parlais, c'est plusieurs activités, ça peut aller de quoi à quoi? Est-ce que c'est, par exemple, d'aller courir à l'extérieur? Est-ce que c'est de faire un sport collectif d'équipe? Dans quelle direction ça peut aller quand on bouge pour les Filles Actives? Oui, mais je dirais que c'est assez variable. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui vont, mettons, faire une course à chaque semaine. C'est ça, il y a de l'entraînement à l'extérieur. D'autres, ça va être des sports qui vont...
comment je pourrais dire ça, Zumba. des activités. Oui, Zumba, par ça. exemple, là, qui est populaire, je pense, chez les filles en général. Oui, bien moi, c'est ma mission en oui? tant qu'ambassadrice. Donc, les ambassadrices Filles Actives ont pour mission d'aller dans les écoles parce que dans le programme Filles Actives, chaque école a le droit à 3 visites d'ambassadrices. Et puis, selon nos champs d'expertise, de compétences, tout ça, on peut être appelé à aller dans des écoles. Donc, moi, j'enseigne danse, Zumba, étirement, relaxation, ça dépend. Et puis, c'est ça. Est-ce que tu vois, parce que là, c'est ta 3e année d'implication en tant qu'ambassadrice, Oui. d'ailleurs, bravo, parce que c'est quand même, je trouve, une excellente cause de faire bouger nos jeunes. Est-ce que tu vois un effet? Parce que tu as vu à chaque année des cohortes ou des jeunes filles, j'imagine peut-être même des fois à chaque année de même jeunes filles là, que tu as pu voir l'évolution. Est-ce que tu as vu justement une cause à effet, des bienfaits de ton implication et du fait que les jeunes filles bougent, sont initiées au programme? Oui, mais c'est ça. Moi, je les suis pas sur une base quotidienne parce que je viens faire 1 ou 2 visites par année dans les écoles, ça dépend. Mais ce que je peux observer, c'est qu'il y a vraiment un esprit d'équipe qui se forme au fur et à mesure du là, processus. du processus, exactement. Et puis, oui, moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est l'ouverture des participantes parce que c'est pas tout le monde, entre autres la Zumba, qui aime ce type d'entraînement-là, mais elles font preuve d'ouverture quand j'arrive dans le milieu, puis elles se prêtent au jeu. Fait que ça, je trouve ça impressionnant. C'est pas tout le monde qui a les mêmes aptitudes pour, tu sais, chacun, ça peut être un autre sport qui a de plus d'aptitudes, mais comme tu dis, elle a toujours cette ouverture quand même de le faire, puis toujours dans un esprit de non-compétition, vraiment de côté amical qui est fait pour le simple plaisir de bouger. Puis j'imagine que, là, je ne veux pas trop non plus de te prendre à contre-pied, mais ça doit même se résulter ultimement sur, si on améliore disons, la confiance des jeunes filles, l'estime d'elles-mêmes, ça doit avoir une cause à effet également sur les résultats scolaires pour prévenir le décrochage scolaire aussi. Bien, je pense que c'est vraiment inévitable. Ça vient l'un avec l'autre. En tout cas, c'est ce que j'observais quand j'enseignais en milieu scolaire aussi. C'est que toutes les activités sportives, artistiques, tout ce qui est implanté dans les écoles, ça maintient la motivation des élèves. C'est vraiment, vraiment important. Donc, Filles Actives fait vraiment partie aussi de cette lignée-là, si je peux dire comme ça. Puis, ce qui est intéressant chez Filles Actives, c'est que ça s'adresse pas nécessairement aux adolescentes qui sont déjà sportives, qui portent déjà cet intérêt-là chez elles, soit parce que c'est encouragé par leurs parents ou le milieu dans lequel elles grandissent. Mais ça va chercher aussi des adolescentes qui sont moins familières ou qui sont peut-être moins portées vers les activités sportives. Alors, c'est vraiment ouvert à toutes les participantes, puis c'est de façon volontaire. Okay. Donc, ils ne sont pas obligés d'être là. Est-ce que c'est gratuit, par exemple, parce que, tu sais, je me mets en position, j'ai les parents, c'est pas tous les parents qui, en plus, dans le contexte économique qu'on connaît actuellement, c'est difficile. Donc, des fois, le sport, ça demande des frais. Est-ce que ça, c'est abordable quand même? Oui, bien, Filles Actives, dans les écoles, pour les activités qui sont prévues dans les écoles, c'est gratuit. Les écoles, pour pouvoir avoir le programme Filles Actives, il y a un certain montant là, qui est assez minime là, pour avoir accès, mettons, au programme, si je peux le dire ainsi. Ensuite, bien là, c'est dépendamment des écoles, comme je disais tantôt, s'il y en a qui veulent faire des sorties autres, comme aller grimper le mont, je ne sais pas trop quoi, à tel endroit. Le mont Saint-Hilaire, mettons. Le mont Saint-Hilaire, mettons. Bien là, c'est sûr qu'ils pourraient avoir des frais qui apparaissent quelque part. Okay. Mais ça dépend vraiment de chaque milieu. Mais comme tel, pour embarquer dans l'équipe Filles Actives, dans le programme Filles Actives, dans les activités, il n'y a pas de coût. De coût qui est défini. Les visites d'ambassadrices aussi sont inclus dans le programme Filles Actives. Il y a une campagne de financement, justement, pour permettre d'offrir des services, que les ambassadrices puissent être là puis aller faire un tour dans les écoles. Ça prend aussi des appuis financiers, là, on va se le dire. Donc, on peut déjà demander aux gens qui peut-être sentiraient l'appel de cette cause-là, ils peuvent contribuer? Ouais. Oui. Bien, en ce moment, il y a une campagne qui s'appelle « Pas besoin d'être championne pour avoir du fun ». C'est en vigueur jusqu'au 23 mars. Et puis, c'est ça, Filles Actives cherche à ramasser des fonds. L'objectif est de 50 000 $ pour permettre justement l'implantation, donc d'aller rejoindre encore plus d'écoles. En ce moment, Filles Actives est dans 400 écoles à travers toutes les régions du Québec. Wow. L'objectif est d'être maintenant dans 500 écoles.
l'école. Donc, bien entendu, pour, entre autres, les activités, parce qu'il y a des activités ponctuelles aussi, je pourrais en glisser un mot après. Donc, tout ça a un coût financier. Donc, la campagne en ce moment permet de ramasser de l'argent et le partenaire EconoFitness a dit qu'elle allait doubler la mise. Donc, les fonds ramassés. Et puis cette campagne-là qui s'appelle « Pas besoin d'être championne pour avoir du fun » est vraiment intéressante parce qu'on a demandé à 9 personnalités sportives connues de se prêter au jeu, d'essayer un nouveau sport pour démontrer un peu que, dans le fond, c'est pas important d'être professionnel ou experte dans son sport pour avoir du plaisir. Alors, entre autres, il y a les Sœurs du Four-la-Pointe, skieuses professionnelles, qui ont accepté de jouer au volleyball. OK, quand même. Oui, il y a oui, c'est ça. C'est pas tout à fait le même type de sol. Là, non, exactement. Il y a Kim Gingras, qui est danseuse professionnelle, qui, elle, a accepté de faire de l'escalade. Il y a la skateuse professionnelle Annie Goulia, qui, elle, a accepté de jouer au golf. Donc là, pour ne nommer que celle-ci, mais c'était un peu le but de la campagne qui est en vigueur en ce moment. Puis pour faire des dons, je peux dire tout de suite, c'est le filleactive.ca/championne. Si les gens sont intéressés, on vous remercie à l'avance, mais c'est le moyen d'y accéder. Et en tout cas, et ce projet d'étendre avec encore plus d'écoles, tu l'as dit, donc de 400 à 500 écoles, oui. De voir le programme pouvoir donc s'étendre à l'échelle de la province, souhaitons-le, parce que c'est vraiment, je trouve, très porteur de belles choses pour nos jeunes filles. Merci beaucoup, Andréane Brault, ambassadrice, d'être passée, et bravo pour cette implication. Bien, merci beaucoup. C'est un projet de 200 millions de dollars, en tout cas au moins 200 millions de dollars qui pourra aller de l'avant. Une décision favorable de la part du Conseil de ville de Laval, toute récente. On en discute d'ailleurs avec le promoteur, le cofondateur et ancien patron des Studios Mers à Montréal. Derrière ce projet, l'ambitieux projet Trudel Studio, Michel Trudel qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Trudel. Bonjour. Très content de vous accueillir. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous. Hein? C'est quand même avec l'appui qui a été majoritaire de la part du Conseil de la ville de Laval. Oui, absolument. C'est un projet que j'envisageais de faire pour la ville de Laval depuis 2011. En 2011, lors d'un souper bénéfice, j'avais mentionné j'avais un intérêt de bâtir des studios dans la ville de Laval. Alors aujourd'hui, on est là. Ouais. Et pourquoi Laval? Pourquoi ici, particulièrement, ça a été votre choix de vous implanter? Première des choses, je suis un Lavallois moi-même. Alors, et pourquoi Laval? Ben, écoutez, je trouvais que Laval était une belle ville à développer pour le cinéma. Et parce que bonhomme allant, à Laval, il y a entre 50 et 75 tournages par année dans les Basses-Laurentides. Alors, je trouvais que c'était une belle place à venir s'installer à Laval. Ben, vous dites 50 à 100 tournages. Je pense que c'est quelque chose qui est pas très connu du grand public, je pense. Là. Non, c'est pas très connu, mais vous avez de plus en plus, comme je disais, entre 50 et 75 tournages. Qu'est-ce qui attire les équipes de tournage? Qu'est-ce qui attire particulièrement sur le territoire Laval? Est-ce que c'est les rivières, la barre des cours d'eau, le paysage? Qu'est-ce qui peut attirer une production? Bien, c'est un ensemble. Tout dépend du scénario. Un scénario demande bien souvent d'avoir... Chaque scénario a sa façon de faire. Ils ont besoin des cours d'eau, ils ont besoin de grands espaces verts, ils ont besoin d'une architecture de propriétés différentes à ce qu'ils pourraient retrouver ailleurs. Alors, c'est un tout. Alors, c'est pour ça qu'à Laval, on a à peu près toutes ces choses-là à offrir. Oui. Je disais un projet de 200 millions, là, donc c'est toujours le cas, là, si on en croit? C'est un projet total de 213 millions total. Et c'est un projet qui sera d'une grandeur de 650 000 pieds carrés total de construction, assis sur un terrain de 2,2 millions de pieds carrés. Wow! Est-ce que je me trompe? Je lisais sur une autre tribune que ce sera peut-être un des rares studios en Amérique du Nord là, à offrir ce que vous allez offrir, c'est-à-dire dans l'éventualité quand ce sera complété les travaux. Là. Bien, moi, je vous dirais que ça va être le plus grand complexe cinématographique en Amérique du Nord, dans le sens où vous allez retrouver le plus gros studio au monde. Un des plus gros studios au monde, puisqu'il va y avoir une construction de 7 studios
Wow. et des bureaux de production, des ateliers pour la construction, les décors, l'entreposage des décors et l'atelier de peinture pour peinturer les pièces de décor. À ça va se rajouter la compagnie de location d'équipements, parce que dans tout tournage, on a besoin d'équipements, les caméras, l'éclairage, l'équipement machiniste et l'équipement d'accrochage. Alors, le tout va se retrouver sur le terrain, dans les emplacements, qui va faire en sorte que ça va être à guichet unique, où vous allez tout retrouver, ce que vous avez besoin pour le fonctionnement d'un tournage d'une série télévisée complète. Donc, exemple, on rêve, hein, dans l'éventualité qu'une production américaine, hollywoodienne débarque ici, tout est clé en main. Ils débarquent ici, ils amènent leur équipe, ils ont tout ce qui est à leur possession, là, tout est inclus avec l'équipement technique pour réaliser ce qu'ils ont réalisé finalement. Effectivement, c'est une formule clé en main pour tout tournage, autant québécois qu'étrangers. Ils vont tout avoir sous la main à une seule place. On en est où dans les démarches présentement? Parce que j'imagine qu'un projet comme celui-là, là, on a eu l'aval, jeu de mots ici, donc on a eu l'aval du conseil municipal, mais par la suite, il y a plusieurs démarches. J'imagine que ça se fait en plusieurs phases, un grand projet comme ça d'envergure. Bon, écoutez, c'est la deuxième année là, qu'on y travaille, parce que la première année, on a eu quelques... Il y avait en vision, en vision, un changement de fonctionnalité à la ville qui devait avoir les nouveaux règlements. Alors, nous, ce qu'on a fait, on avait commencé un référendum et tout, et un changement de zonage et tout. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, regardez, au mois de novembre l'an dernier, vu qu'on devait respecter un certain délai et qu'à cause de ce délai-là, on tombait dans le nouveau règlement de la ville. Alors, on a dit, on va arrêter, on va recommencer pour aller avec le changement du nouveau règlement de la ville. Ce qu'on a fait, et là, on est rendu à à travailler l'ensemble pour remettre le PIA à la Ville de Laval, aux gens d'urbanisme et tout le monde, pour aller démontrer qu'on a effectivement fait tous les changements demandés pour aller respecter les normes. Et on pourrait avoir un Brad Pitt débarquer ici quand, là, mettons, là, une production je dirais, hollywoodienne. dans le monde idéal, si tout va bien suite au dépôt du PIA, si tout va bien, parce que parfois, il y a certains ajustements à faire. Alors, dans le monde idéal, on aimerait commencer à faire la construction, aller en terre au milieu de l'été, mai-juin, dans ces eaux-là. On doit prévoir environ entre 18 et 20 mois de construction totale, prêt, clé en main, pour pouvoir accueillir une énorme série télévisée qui serait à Laval. Donc, on parle de 2026, peut-être plus 2026. Je vous dirais plutôt fin 2025, début 2026. OK, quand même. Et donc, où est-ce que ce sera situé là, de manière plus pour mettre un peu une image là, aux gens qui nous écoutent précisément? Ce sera dans l'est là, de Laval, si je ne m'abuse? Oui, on est vraiment... à côté du pont de la 25. Alors, les axes sont parfaits. Vous avez la 440, vous avez le pont de la 25 qui vous amène en ligne droite à Québec, ou vous pouvez aller, en prenant le pont de la 25, vous pouvez l'axe de prendre la 40. Fait que vous avez la 440 Laval, la 25 métropolitain, la ligne droite pour aller prendre la 20 pour aller à Québec. Alors, l'axe est bien... Position géographique on est bien placé. Parfaite, là. Donc, oui, aussi, absolument. Vous êtes quelqu'un qui avait une renommée. Vous avez travaillé avec des grandes productions hollywoodiennes, aussi avec donc les Studios Merz anciennement. Je le disais tantôt, vous êtes cofondateur et ancien patron des Studios Merz. Ça a été une référence pendant tellement d'années lorsque vous étiez actionnaire majoritaire donc, de ces studios. Est-ce que le fait que vous avez une crédibilité dans le domaine du cinéma, le fait que vous avez ce projet-là, j'imagine que déjà, même si c'est pas complété, il y a quand même des gens qui sont au courant à Hollywood, là, qui sont au courant là, que vous avez ce projet-là. Là. Oui, absolument. Je continue de maintenir mes relations. Je suis dans l'industrie depuis 1974, vous ferez votre décompte. Ah ouais. Alors, je suis dans l'industrie depuis ce temps-là et c'est moi qui a amené au Québec plus de 400 films étrangers. On peut parler de Bone Collector, on peut parler de les 3 X-Men qui ont tourné à Montréal et plusieurs autres. Alors, je continue de maintenir mes relations et effectivement, ils ont eu ma visite pas plus tard qu'il y a un mois pour les aviser qu'il y aurait un nouveau complexe cinématographique à Laval
bientôt disponibles pour leur tournage. Ouais. Je veux vous entendre là-dessus parce que, veux pas, on voit actuellement un cinéaste qui s'appelle Denis Villeneuve, qui est considéré comme un des meilleurs de sa génération, qui est adulé de tout le monde. On voit que le film Dune, deuxième partie, qui est un des meilleurs succès au début depuis 2024. Puis déjà l'an prochain aux Oscars, je pense qu'il va en avoir des nominations, ça assurément. En tout cas, on peut s'avancer. J'imagine que des cinéastes comme ça, Denis Villeneuve, ça aide le Québec ou c'est attirer des productions chez nous? Bien, je vous dirais que oui, on a une renommée. Le fait que Denis Villeneuve, c'est quelqu'un de notre communauté cinématographique au Québec. Alors, le fait que Denis est là, c'est une renommée, entre autres. Et le fait que, dans le passé, on a très bien servi les productions qui sont débarquées aussi, ont fait en sorte qu'on a bien servi les productions qui sont débarquées ici. Et ça a fait que Montréal avait une renommée. Oui. Et on essaie de maintenir la renommée. Parfois, c'est pas toujours facile. Il y a aussi l'effet crédit d'impôt avec les gouvernements. Mais là, c'est réglé, ça, je pense. Là, ben, ça vient d'être réglé pas plus tard que la semaine dernière. Avec le budget? Dans le passé, en 2008, où j'avais été l'instigateur du crédit d'impôt, à l'époque, on avait un crédit d'impôt qui était appliqué sur la main-d'œuvre seulement. On a fait en sorte que le crédit d'impôt soit appliqué sur la totalité de la dépense faite au Québec. Ça a été admis avec l'ancien gouvernement. Par la suite, le gouvernement Couillard avait sablé dans le crédit d'impôt, ça avait baissé à 20 %. Et on a fait la demande au gouvernement Legault, avec son équipe, de remettre en force le crédit d'impôt comme il l'était, soi-disant 25 formules tout inclus dans les tournages live action. Oui. Et ça a été accordé la semaine dernière. Alors c'est une belle nouvelle pour le Québec. Et avec ça, ben, les producteurs étrangers ont été avisés dans la minute qui ont suivi pour dire maintenant, on retrouve notre vieux crédit d'impôt et les gens sont bien fiers. Oui, bien, quand on dit timing is everything en espagnol, quand on veut implanter un nouveau studio, je pense que c'est parfait pour avoir aussi ce crédit d'impôt qui sera de retour. Ça arrive conjointement avec. Fait qu'on peut parier qu'on aura des belles productions, que Laval pourrait être une des plaques tournantes du cinéma en Amérique du Nord, souhaitons-le. Monsieur Michel Trudel, merci énormément d'être passé. Ça fait plaisir. C'est le début des séries d'après-saison dans la Ligue nord-américaine de hockey, l'un d'ailleurs des circuits en termes de qualité de hockey des plus spectaculaires au Québec. Les Pétroliers de Laval affrontent les Éperviers de Sorel-Tracy. C'est le descripteur des matchs d'ailleurs des Éperviers de Sorel-Tracy sur les ondes de CJSO 107, mais également vous pouvez le suivre sur la plateforme de la Ligue nord-américaine de hockey parce que les matchs ils sont diffusés de manière web, évidemment. tv.lnh.tv. C'est Kevin Lousignan qui est avec nous, que je connais bien. Salut Kevin. Bonjour à toi, Alex. Merci de prendre le temps de nous parler. On est au moment de se parler d'ailleurs à quelques jours du début des premiers coups de patin de cette série, Formule 3 de 5. Et ce sera une série qui sera quand même âprement disputée. Il faut dire que les Pétroliers de Laval ont fini premier cette année en saison régulière et les Éperviers de Sorel-Tracy dernier, mais quand même, je pense que ce sera une série beaucoup plus longue qu'on peut le penser, là. Bien, je pense que le classement vraiment fait hâte de la saison qu'on a eue. Oui, les Pétroliers ont dominé toute la saison. C'est une saison difficile pour l'équipe sorelloise, on va se le dire aussi. Dans le camp de Laval, je pense que si on avait une équipe qu'on ne voulait pas affronter, c'était les Éperviers, avec leur séquence de 4 victoires consécutives contre les meilleures formations de la Ligue. Là, on parle vraiment d'un match serré aller-retour contre l'Assurance de Thetford, qui est terminé deuxième, que les Éperviers sont allés chercher les 2 matchs. La semaine dernière, on parle de victoire contre Rivière-du-Loup, qui allait très bien aussi, contre Jonquière également, alors que nous, autour des Pétroliers, l'avons emporté vendredi à Laval. Il y a toujours une équipe qui rentre avec le momentum en série, que tu dis « Ah non, merde, elle peut causer la surprise ». Puis je pense que c'est le piège du côté des Pétroliers présentement. On ne veut pas, justement, se faire jouer la surprise par les Sorellois. Puis, tu sais, on le sait avec le match d'élimination, le match suicide cette année qui remplace la série 2-3 qu'on avait dans le passé, l'équipe sorelloise n'a pas droit à la défaite. Fait qu'ils vont arriver avec le couteau entre les dents, mais ça demeure que faut que les Pétroliers continuent à faire le bon travail de leur côté. Ça va être une série qui, je mettrais ma main au feu que ça se termine pas en 3 matchs. Ça, c'est certain. Ah oui, tu penses qu'on ira jusqu'à l'extrême limite. Mais qu'est-ce qui, justement, te fait dire ça? Autrement que
Je comprends, les éperviers n'ont rien à perdre parce que justement, ils ont terminé derniers. On pourrait causer la surprise, ça pourrait être l'équipe Cendrillon. Toujours ce genre d'histoire-là qui arrive dans la série d'après-saison. Tout est possible, c'est une nouvelle saison. C'est des choses qu'on entend souvent dans le domaine du sport. Ce sont des clichés déjà éprouvés. Mais qu'est-ce qui te dit là, que les éperviers peut-être vont donner du fil à retordre aux pétroliers de Laval? Bien, je pense que la première chose que, si je me mets à la place de l'organisation sur le réseau, la première chose qu'on veut faire, c'est semer le doute dans la tête des partisans et de l'équipe lavalloise en allant remporter le match de vendredi au Colisée. Pourquoi qu'on va y aller, que c'est le plan de match? C'est simple, c'est que Laval n'a pas eu de séquence de défaites cette saison. Et si tu réussis à leur infliger déjà un revers à domicile, tu prends l'avantage de l'Atlas est perdu pour les Lavallois. Fait que c'est là que la série peut se jouer. Puis, on va se le dire, dans cette équipe-là, il reste encore des joueurs qui ont gagné des coupes, qui en ont gagné 2. Et on a jumelé à eux d'autres joueurs qui en ont gagné, mais ailleurs. On parle, exemple, des frères Malouin du côté de Jonquière. On parle d'un Alexandre Kennel qui a gagné également avec les Marquis, d'un Simon Denis Pépin qui a battu les Éperviers, qui a perdu contre les Éperviers en finale aussi. Tu sais, ces vétérans-là connaissent le tabac de la Ligue nord-américaine. Puis je pense que c'est justement... Tu sais, on arrive au moment de l'année où tu élèves ton jeu d'un cran. OK, on le sait que ce ne sera pas des séries faciles. Là. On le sait, là, les pétroliers ont vraiment infligé de bons revers cette année aux Éperviers, puis eux vont s'en servir comme munition pour la série face aux pétroliers. D'ailleurs, rappelons aussi que les pétroliers ont une des foules les plus intimidantes. C'est pas facile de jouer au Colisée à Laval, là. On va se le dire. Là. C'est un des endroits qui est le plus difficile à jouer, mais je vais y aller le côté positif, c'est que dans le camp Sorel-Ouest, c'est un peu la même chose. Parce que pour avoir discuté avec des gens et des joueurs, on le sait, Sorel est également une foule intimidante. Ça va être un peu cette guerre de tranchées-là entre ces deux foules-là, parce que la séquence de victoire va ramener les partisans au Colisée Gardin, et on le voit là, le début de la semaine, là, vraiment, on fustige les réseaux sociaux pour avoir les plus grosses foules possibles, et ça va être justement une bataille de qui va se déplacer également. Parce que oui, Laval et Sorel, c'est deux villes qui sont très près l'une de l'autre. On parle environ au maximum 1 heure. Fait qu'on va avoir 300-400 personnes des deux endroits à chaque match. Et c'est là que vraiment ça peut se jouer le support envers leur équipe. Puis comme on le sait, les compteurs sont à 0 aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai hâte de voir. Et évidemment, la Ligue nord-américaine de hockey, bien qu'elle ait un peu changé à travers les années, n'en demeure pas moins qu'il y a encore des équipes qui préconisent un style de jeu très physique. Les pétroliers de Laval jouent souvent cette carte-là. Est-ce que tu penses que ça peut être un avantage pour les pétroliers de Laval de l'exploiter? Parce que les Sorellois ne sont pas nécessairement du même style de jeu que les pétroliers de Laval. En saison, je peux te dire que oui. On avait plus une équipe qui était plus robuste au niveau des Lavallois, ça c'est certain. Par contre, quand tu arrives en séries éliminatoires, quel sera le plan de match de l'entraîneur Daniel Gauthier? Ça va être à déterminer. Parce que tu ne veux pas avoir 3 trios surutilisés avec des gars qui sont capables de jouer un rôle plus ou moins parsemé, on va se dire, et avoir les Éperviers qui sont devant eux avec un 4 trios qui sont capables d'être réguliers sur la patinoire. Fait que, tu sais, on parle vraiment de guerre de tranchées, de statistiques importantes, de petits détails. Puis j'aimerais t'amener tous ces petits détails-là aujourd'hui, Alex. On pourrait s'en jaser pendant des heures et des heures. Mais je pense que ça va vraiment être qui va avoir les petits... C'est des petites choses qui vont faire les différences. J'ai hâte de voir. T'sais, si tu tires de l'arrière après un match, est-ce que tu reviens avec un même genre d'alignement ou tu tentes de justement te servir un peu de la robustesse pour intimider l'adversaire? Ça va être des stratégies qu'on va devoir bien utiliser, tant du côté de Daniel Gauthier que du côté de Christian Deschênes. C'est sûr qu'il va faire que cette série-là va être une série qui va vraiment va tenir les partisans au bout de leur siège à chaque minute de chaque période. Oui. Il y a une chose en tout cas qui est sûre, l'avantage devant le filet est assurément, bien que moi je suis partagé par les deux formations que je connais, que j'aime bien, mais on s'entend que les Éperviers de Sorel-Tracy ont une longueur d'avance devant le filet. Puis souvent en série, c'est ce qu'on souvent on a mentionné, puis quand tu regardes les équipes championnes, tu regardes qui est devant le filet, puis souvent c'est ça qui a fait la différence. En même temps, oui et non. Parce que, tu sais, même si quand même que tu as un gardien, si tu as des joueurs qui ne marquent pas, ça va te nuire aussi. On a ces joueurs-là du côté des Lavallois. Là, on parlait de. Je m'amusais justement à regarder les statistiques avant qu'on se parle aujourd'hui. On a Nathan Larose qui a 9 points face aux Éperviers cette saison en 8 matchs. On a également Jonathan Joannette, 6 points, 8 points pour Brennan Hamelin, 10 points pour Joël Caron. Tu sais, c'est le trio qui a fait le plus mal aux Éperviers.
Comment les Sorellois vont réagir à ça? Est-ce que c'est là qu'il va être le penchant aussi? Parce qu'on parle d'un des meilleurs trios de la Ligue nord-américaine. On l'a vu d'ailleurs avec le classement des joueurs. Fait que c'est tout cet ensemble-là qu'on va faire au final qui va mieux utiliser ses forces. Ouais. On va y aller ainsi. Oui, mais en même temps, c'est parce que pourquoi j'émettais ça, c'est parce que quand tu regardes le côté gardien de but, Philippe Desrosiers, qui était considéré comme le gardien de l'année, est considéré aussi dans le circuit comme le meilleur gardien de but aussi. Là. Et il appartient aux Éperviers. Malgré la fiche qui était moins bonne pour l'équipe sorelloise, Desrosiers a quand même eu sa part de succès. Et je ne peux rien enlever à Julina, qui a remporté justement l'honneur de l'étoile de la semaine avec sa performance face au 3L vendredi dernier. Donc, qui a quand même aussi gagné des coupes. Tu sais, Marc-Antoine n'est pas à son premier tableau dans la Ligue nord-américaine. Ça va être, sérieusement, c'est sa force, mais en même temps, tu affrontes un gardien qui était où l'an passé? À Sorel. Côté de Dominique Graham. On était à Sorel. Fait que c'est une motivation également sur le supplémentaire. Là. Je me dis, à ma place, c'est Dominique Graham, mais je mets de l'argent sur le tableau pour qu'on puisse justement battre mon ancienne équipe. Puis c'est juste normal, je crois. Puis je veux rien enlever à Carmine Anthony Pagliarulo, qui a eu un excellent succès face aux Éperviers aussi, lors du seul match qu'il a disputé face à eux. Fait que c'est un gros mélange. Je vais être franc avec toi. J'aimerais ça t'en rejaser d'ici une semaine. On s'en jaserait à ce niveau-là. Mais les jeux sont faits, rien ne va plus, comme dirait l'autre. On saura ça au détour de la prochaine fin de semaine. Sachez-le, évidemment, au moment de se parler, je rappelle, parce que ça se pourrait qu'au moment où vous attrapiez cette conversation qu'on a eue avec Kevin Lusignan, qu'on connaît un peu le dénouement de la série, mais je trouve que ça a été très bien de pouvoir en dresser un peu déjà les forces en présence, puis d'assurer une continuité, si tu le veux bien. On saura se reprendre avec la suite des matchs et de l'histoire de cette série, mon cher Kevin. Je rappelle qu'on peut te suivre sur les ondes de CJSO 107 où tu décriras ce match de vendredi, ici à Laval d'ailleurs, en territoire lavallois. Et tu seras aussi bien sûr sur les plateformes de la Ligue nord-américaine de hockey parce que le match est web diffusé. Alors tv.lnah.tv pour les amateurs des Pétroliers de Laval et bien sûr aussi de la Ligue nord-américaine de hockey. Kevin Lusignan, merci beaucoup. Et merci à toi, Alex. Bonne journée. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Tu étais gai comme un Italien quand tu sais qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie On est avec Marie-Ève Côté, la chanteuse. Marie-Ève, ça te fait quoi de revoir ces images-là? Je te voyais qui chantait tout ça. Comment ça te fait de revoir ces images-là de Star Academy en 2004? Écoute, je regarde ma grosse face de dans le temps puis je trouve ça drôle, mais non, je niaise beaucoup avec mon chum, avec ma grosse face de quand j'étais jeune. Mais ça fait drôle, mais c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, oui. C'est une chanson que je garde encore en dedans de moi puis que je fais encore régulièrement, mais ouais. Ça fait 20 ans, là, cette année en plus. Ouais. Non, mais c'est quand même... je veux pas vieillir, là, je m'excuse, mais... J'assume! Ouais, mais ça a été heureux, tu sais, je veux dire, ça te fait connaître partout à travers le Québec. Et il y a des retombées de ça. Tu as lancé quand même quelques albums. D'ailleurs, tu avais lancé sur quelques tribunes, notamment Séjour en 2020, à une journaliste en disant « Ah, je lâche la musique, je quitte la scène artistique. » Mais là, tu es de retour. Non! Je suis pas de retour. Ah non, t'es pas de retour? Non. OK. Ça, c'est important. C'est le fun que tu me parles de ça de même parce que je suis pas de retour dans l'industrie. Il faut faire attention. Moi, je travaille et j'ai un travail que j'adore. Je travaille pour CGI. Puis, j'ai toujours
comment je pourrais dire ça? Moi, chanter, c'est une passion, ce n'est pas un métier. Et je l'ai compris tard, très tard. Sauf que là, je réussis à mêler les deux, c'est-à-dire faire un travail que j'adore, ne pas dépendre de personne et ne pas dépendre de reconnaissance du public et de rien de ça, mais de pouvoir chanter puis pouvoir transmettre ma passion en chantant, mais sans devoir attendre et dépendre de qui que ce soit. Fait que là, j'ai mon travail, je vis très bien, mais je chante par passion et non pas de ma passion. Je fais une parenthèse parce qu'évidemment, on va aborder le sujet nécessaire de ta venue que tu embrasses, mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable de quitter la scène comme ça, de bien faire une transition. Tu as réussi comment, toi, à la faire, cette transition-là, pour qu'elle soit... malade. Oh, OK. OK, ça a été à la dure. À la dure, mais oui, mais en même temps, tu sais, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, tu sais, puis aujourd'hui, la fille que je suis, c'est la bubbly, forte de caractère, passionnée, mais qui assume... Sur son X, comme on dit. Sur mon X, puis tu sais, je suis capable de dire non, puis je suis capable de dire ce que je pense sans m'inquiéter de qu'est-ce que le monde va penser de ce que je viens de dire, puis non, ça me tente plus, ça, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je suis sur mon X. Quitter la scène a été difficile simplement parce que je décevais les gens autour de moi, et non pas parce que je me décevais moi-même. C'est là la différence, puis c'est ça que j'ai compris. Chanter, pour moi, c'est pas d'attendre la reconnaissance des gens, c'est juste de pouvoir partager ce que je ressens, puis de faire vivre aux gens des émotions que j'ai envie de transmettre, puis des histoires que j'ai envie de raconter. Puis là, je le faisais pas. Là, je chantais plus pour le plaisir, je chantais pour payer mon loyer. Il y a absolument rien de le fun là-dedans. Là. Je t'enseigne un papier. Fait que, tu sais, là, je peux dire que, j'attends pas après ça pour payer mon loyer parce que j'ai mon travail, mais je peux chanter puis transmettre ma passion à tout le monde. Et embrasser des causes qui sont chères. Voilà. Pourquoi d'ailleurs tu as décidé avec la chanson, le vidéoclip Let Me Shine aussi d'appuyer le CAVAC et évidemment de pouvoir parler de ce sujet qui malheureusement fait encore trop de victimes, les féminicides ou la violence conjugale, hommes et femmes bien sûr, parce que ça existe dans les deux réalités, même si on entend plus souvent la violence faite aux femmes. Pourquoi cette cause-là? Parce que c'est celle qui répond finalement à cette violence, malheureusement, là, ce qui existe. Le CAVAC, c'est un centre d'aide, justement, aux victimes, ça le dit, là, d'aide aux victimes d'actes criminels. Puis la violence psychologique est de plus en plus reconnue, si on veut, aujourd'hui, mais ça a été long quand même, ça s'est fait tranquillement, mais malheureusement encore un peu tabou et méconnu. Puis le but dans cette chanson-là, surtout le vidéoclip, je te dirais, là, c'était d'être capable de montrer aux gens la subtilité de cette violence-là. Parce qu'on la voit pas toujours. Puis on en est témoin beaucoup sans le savoir ou sans s'en rendre compte, ou en se disant « Ah, il est fatigué » ou « Elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle est comme ça ». Non, non, tu sais, quand on est témoin, il faut qu'on s'en rende compte. Et les gens ne sont pas nécessairement au courant non plus qu'il y a des outils puis qu'il y a des centres d'aide comme ça qui sont là pour les aider. Ils pensent qu'ils sont tout seuls au monde, ce qui n'est pas le cas. Fait que, tu sais, nous, je parle de nous, ma productrice, qui est ma meilleure chum aussi, qui crée, puis qui a créé ce vidéoclip-là avec moi. Nous, notre but, c'est justement de partager ça et de faire rendre compte, de sensibiliser les gens. Là, autant les victimes que les témoins, que ceux qui le font vivre. Parce que ceux qui le font vivre aussi, des fois, ils s'en rendent même pas compte qu'ils le font vivre. Mais en voyant ça, ils font « OK, attends un peu, là, peut-être que je me reconnais, puis que je fais ça, moi, puis que je m'en rends pas compte. » C'est ça qu'on veut. On veut réveiller les gens. Je propose de poursuivre la conversation, mais juste avant, je veux qu'on voit un extrait de cette merveilleuse chanson Let Me Shine. Super. Better say nothing than be hurt. Better keep silence than hear screaming. Better fade away and let him shine. Better say nothing when he looks at her. Better keep silence than hear them laugh. Better fade away and let him shine. I didn't know anything about love. I didn't know anything about me, but your love changed my mind. Maybe now love will be kind.
Better close the door and spread my wings. Better keep the faith and open my eyes. Better let it go and let me shine. I wanna be the one who fades away anymore. I deserve to shine 1,000 lights all around. I always knew that something was missing in my soul. That my heart was dying and could never love again. But you change my mind. Maybe now love will be kind. Better be strong and be hurt. Better be brave than be scared. Better let it go and let me. On vient de voir un extrait de ce vidéoclip, évidemment, qui est disponible partout. Et donc, comment s'est fait le scénario, la chanson? Raconte-nous un peu, parce que aussi tu as travaillé avec des anciens de Star Academy, notamment là, quand on pense à Bruno Labrie aussi. Là. Oui, entre autres. Oui, ça a été un fit total là, avec Bruno pour ce qui est de... Il a lu en nous, il a compris c'était quoi qu'on voulait comme style de vidéo. J'ai insisté beaucoup sur le... Il fallait que ça soit subtil. Je voulais pas de coups sur la table ou de frapper dans les murs ou de violence physique. C'est pas ça que je voulais. La violence psychologique, c'est quoi? C'est insidieux, là. C'est malicieux. On le voit pas tout de suite. Ça peut être long avant de s'en rendre compte. Moi, je l'ai vécu dans un lointain passé, mais je me suis inspirée aussi de gens que je connais et qui l'ont vécu aussi à différents niveaux. Puis, tu es là pour prouver qu'on peut s'en sortir, ben oui, qu'on peut sortir fort de ces situations-là. Oui, mais on peut se choisir, en fait. Puis dans la vidéo, c'est ce qu'on voit, c'est que la fille, en bout de ligne, elle se choisit, puis elle se rend compte qu'elle est plus forte qu'elle pense. Puis elle a pris la décision de quitter, malgré tout, parce que, tu sais, quand on est victime de violence psychologique, souvent, c'est de la manipulation et du contrôle total, puis on a l'impression d'être à ce point dépendant de l'autre personne que si on s'en va, on n'est plus rien, puis c'est terminé, on est dans la rue. C'est souvent ça, là, qu'on vit, puis on veut pas s'en aller. Mais non, c'est ça. C'est les gens, il faut qu'ils comprennent qu'on est beaucoup plus fort qu'on pense, puis que même si il y a une petite graine de force qui reste, prends-la. Prends-la parce que c'est ça qui va t'en sortir. Moi, ça a été ça dans le passé. Des personnes que je connais aussi, ils s'en sont sortis, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup. Et de ne pas avoir peur, j'imagine, de consulter, de se tourner vers des ressources qui sont des sources compétentes, qui sont sensibles, qui peuvent être là pour nous. Bien, en fait, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, je pense, puis de parler, puis de dire les vraies choses. Mais tu sais, on est souvent dans le déni, hein? Oui. Puis c'est là que je veux, dans le vidéoclip, que les gens se rendent compte que, oui, on est dans le déni. Les femmes et les hommes qui le vivent ne se rendent pas compte que c'est pas normal. Pour eux autres, l'amour, c'est ça. C'est correct, c'est normal parce qu'ils ont toujours vécu ça comme ça, mais non, c'est pas ça. Fait que j'espère, en tout cas, qu'on va avoir été capable de sensibiliser les gens par rapport à cette je pense que oui, je pense que tu fais œuvre utile, c'est clair. Les profits des ventes des chansons, donc comment ça fonctionne si on veut contribuer là, puis se faire plaisir en même temps? Oui, on a créé... En achetant la chanson? oui, en achetant la chanson, mais là, on a créé justement un lien spécial qui, si je ne me trompe pas, c'est Bandcamp ou quelque chose comme ça. En tout cas, on le voit sur ma page. On va le voir au bas de l'écran. C'est ça, OK. Puis là-dessus, c'est que tu achètes la chanson au montant que tu veux et tout, dans le fond, c'est 1,99 je crois, mais la balance s'en va directement dans les fonds du CAVAC. Fait que c'est comme ça, c'est pas compliqué. 10,99 ou achetez-la plusieurs fois. Moi, je l'ai fait un déjà, un gros don à part ça. Mais c'est important pour la cause. Je sais que la chanson est en anglais, mais je pense que le vidéo, c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base. Mais de toute façon, je veux dire, c'est au-delà de la langue. C'est quelque chose que on a peut-être déjà vécu. On ne sait jamais quand ça peut survenir. Je veux dire, ça peut... On ne sait jamais autour de nous qui peut être victime de violence. Et ça a plusieurs, comme tu as dit, ça a plusieurs aussi déclinaisons de la violence et ça s'installe de manière insidieuse. Chose certaine, j'ai encore un petit peu de temps pour te demander aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres chansons comme ça que tu pourrais lancer?
sporadiquement, peut-être? Ben, Est-ce que déjà le but, il y a d'autres en disqués? Ou... Ben, en fait, j'en ai déjà, enregistré une. Le vidéoclip, on le tourne au mois de mai. Okay. C'est pour la fondation de Adémardion, la maison palliative. Ouais. Donc, j'ai créé la chanson thème à leur demande. Puis finalement, ça a été un succès lors du spectacle bénéfice. Puis on a décidé de l'en disquer. On va faire la même chose, c'est-à-dire même chose, vidéoclip avec les fonds qui s'en vont pour la maison Adémardion. Puis j'en ai écrit une autre en fin de semaine. Ça donne de même, là, mais sur la santé mentale. Donc, on va donner pour la santé mentale. Mon but maintenant, c'est de pouvoir chanter et de donner au suivant. Je ne veux pas attendre après le retour. C'est pas à moi de récupérer. J'ai pas envie de ça parce que ça va me ramener là où est-ce que je veux pas aller. C'est-à-dire comme vivre de ma chanson, c'est pas ça que je veux. Je veux partager puis je veux donner au suivant. Donner ton talent, le donner à des nobles causes. Sensibiliser les gens à diverses causes qui, moi, m'ont touché dans ma vie, qui m'ont imprégné. Si qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas revenir nous parler de cette prochaine chanson à cette émission. Ben, j'aimerais tellement ça que tu reviennes. Sincèrement, je veux que tu reviennes lorsque la chanson sera lancée pour la Fondation Adémardion. Oui, assurément. C'est une invitation déjà qui est formulée. C'est gentil. Merci beaucoup, Marie-Ève Côté, d'être passée. Et bravo pour cette implication. C'est gentil. Je suis content de voir que tu vas bien. Ben oui, merci. Merci beaucoup. 73% des besoins, dit-on, en pharmaciennes sont non comblés dans les urgences de Laval. Ça, c'est selon la dernière enquête qui est menée par l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, soit l'APES. Elle en est d'ailleurs la directrice générale et aussi pharmacienne. C'est Mme Linda Vaillant qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de prendre le temps de nous parler de cette réalité. Pourquoi, justement, je reviens sur cette statistique que j'ai mentionnée en prémisse pour notre conversation. Pourquoi ces besoins sont aussi criants? Est-ce que c'est un manque de cohortes qui sont diplômés, par exemple? Ou... Bien, évidemment, c'est une très bonne question. Peut-être que je prendrais juste 30 secondes pour bien situer les gens. Alors là, on parle des pharmaciens dans les hôpitaux, dans les CHSLD. OK? Donc, très distinct des pharmaciens de quartier. Donc, il y a 10 000 pharmaciens au Québec. Il y en a 2 000 seulement qui se retrouvent dans les hôpitaux. Et les pharmaciens qui sont dans les hôpitaux, c'est des pharmaciens qui prolongent leurs études de 2 autres années. Alors, c'est 6 ans de formation universitaire. Donc, l'enjeu actuellement, effectivement, comme vous le dites, là, c'est qu'on manque de main-d'œuvre globalement. On manque de jeunes qui s'intéressent à la pharmacie d'hôpital, donc qui s'intéressent à venir faire la formation de 2 ans supplémentaires. Après le premier 4 ans permet d'être un pharmacien. Après 4 ans, on est pharmacien, mais après ça, il faut prolonger de 2 ans pour travailler dans les hôpitaux. Est-ce que c'est aussi, tu sais, je comprends, c'est l'implication de 2 années peut-être d'études supplémentaires, peut-être un manque donc de diplomation. Est-ce que c'est le salaire qui est moins alléchant pour des personnes qui se tournent vers le métier de pharmacien, par exemple, qui est non compétitif, ou ça n'a rien à voir? Non, c'est une très bonne question. Ça a à voir, effectivement. Alors, les 2 années de plus, écoutez, je ne pense pas que ce soit véritablement un obstacle en soi parce que c'est vraiment des années qui sont le fun. C'est là où on apprend tout ce qui est en soins aigus, les médicaments injectables, les médicaments du cancer, par exemple. Donc, il faut vraiment passer par ces 2 années-là, mais elles sont vraiment, vraiment intéressantes. La difficulté, c'est que le secteur privé, donc les pharmacies de quartier, ont un gros besoin de main-d'œuvre aussi. Donc, ils sont extrêmement compétitifs et évidemment, ils réagissent plus vite que le ministère de la Santé, que le gouvernement quand il est question d'ajuster le taux horaire. Et cet ajustement-là s'est fait très rapidement du côté du secteur privé. Donc là, on est rendu avec un écart de salaire pour un jeune pharmacien qui frôle les 30 %. Donc, on va aller gagner 30 % de plus si on ne prolonge pas nos études, finalement. Alors, après les 4 années, on a le choix de continuer pour 2 ans avec une bourse de 40 000 $ du gouvernement ou d'aller travailler dans le secteur privé et de savoir qu'on va gagner plus cher. Ouais. Donc, oui, il y a l'enjeu de salaire. Il y a l'enjeu aussi peut-être de faire connaître la profession. Mais le salaire, c'est indéniable, ça pose problème. Ouais. Ben, puis oui, et d'ailleurs, est-ce que, évidemment, je comprends que ce n'est pas tout à fait de la même réalité. Si on va 2 ans plus à l'école, il y a, j'imagine, un quotidien qui peut être différent aussi d'une pharmacie privée et dans les milieux hospitaliers. Est-ce que le rythme, comme peut l'être, puis là, je vous pose cette question-là, je ne connais pas le domaine, alors je me permets de poser cette question-là, mais on peut prétendre qu'un infirmier, une infirmière, par exemple, qui est dans le domaine privé versus public, il y a une différence. Est-ce que c'est la même chose aussi dans le sens où c'est un rythme qui est plus effréné, les heures sont plus longues, les conditions de salaire sont moins aussi alléchantes, outre le salaire aussi pour un pharmacien, une pharmacienne?
Mais je dirais pas que le rythme, je pense que dans le secteur privé, le rythme est quand même assez soutenu et très important aussi. La différence, c'est la complexité des patients. C'est que le patient qui va bien est à la maison, généralement. Donc, nos collègues en pharmacie privée vont s'occuper de patients qui ont des maladies chroniques. C'est très important aussi, mais c'est plus stable. Quand on se retrouve à l'hôpital, on a des situations aiguës. Donc, c'est le même patient qui est à l'hôpital, mais qui va mal tout à coup. Donc, sa condition décompense, il est hospitalisé. Alors, c'est du 24/7 parce qu'il y a de la garde la nuit, il y a des rappels en service, il y a des fins de semaine, c'est vrai au secteur privé aussi, mais il y a des soirées et il y a des retours la nuit. Fait que les conditions sont différentes, mais c'est véritablement plus le fait qu'on a une difficulté à faire connaître cette pratique-là. Ouais. Elle n'est pas suffisamment valorisée. Fait qu'il y a un travail, je pense, à faire aussi du point de vue de l'employeur, le ministère de la Santé, pour faire connaître cette pratique-là. Il faut la valoriser au plan des salaires, mais il faut aussi la faire connaître puis intéresser les jeunes. Actuellement, tout ce qu'ils voient les jeunes quand ils arrivent en première année, c'est le secteur privé parce qu'ils sont omniprésents, très agressifs dans leur recrutement, ils ont un besoin de main-d'œuvre, ils haussent les salaires, ils sont agressifs, puis ils réussissent. Mais ça fait en sorte que nous, on a des corps très faibles. Juste pour vous dire, cette année, on a 114 places, nous, au programme de maîtrise, la formation de 2 ans dont je parlais tout à l'heure, et il y a 53 candidats. Fait que c'est moins que la moitié des places qui sont occupées actuellement, là. Qu'est-ce qu'on doit faire, outre augmenter les salaires? Est-ce que c'est de créer des nouveaux programmes dans plus d'universités, dans plus d'endroits au Québec, aux 4 coins du Québec, pour tenter d'aller dénicher ces talents-là, finalement? Oui, je pense qu'il faut effectivement un plan de main-d'œuvre global. Il faut absolument que le gouvernement s'arrête et se demande s'il produit assez de pharmaciens au Québec. Puis de toute évidence, la réponse est non, parce qu'on voit que le secteur privé en a besoin aussi. Donc, il faut produire plus de pharmaciens. Comme vous le dites, peut-être ajouter des satellites. On voit qu'en médecine, là, par exemple, actuellement, on augmente les cohortes. On a des satellites régionales pour les facultés de médecine. On pourrait peut-être envisager la même chose en pharmacie, de un. De deux, il faut peut-être penser aussi à des cours à distance, un programme à temps partiel. À l'heure actuelle, le programme est un peu plus dans un cadre rigide de temps plein, de façon générale. Et puis, comme je le disais tantôt, faut investir, faut valoriser la pratique, il faut aller chercher les jeunes, il faut recruter, il faut probablement équilibrer un peu les salaires. On comprend qu'on ne peut pas compétitionner avec le secteur privé, là, ça reste les deniers publics, mais il faut quand même essayer d'améliorer un petit peu les salaires, mais surtout faire connaître la pratique. Parce que autrement, on manque de pharmaciens. Vous avez parlé des salles d'urgence, c'est notre nouvelle enquête, là. C'est un enjeu important. Là. Salles d'urgence, l'oncologie, les soins intensifs, la dialyse, c'est les secteurs pour lesquels, en ce moment, on a des chiffres. On ne les a pas encore pour les autres secteurs. Fait qu'imaginez-vous, là, ça se calcule en centaines de pharmaciens qui manquent au Québec actuellement. C'est ça. Donc, on comprend bien sûr que si on avait plus d'effectifs, on pourrait réduire les temps d'attente, par exemple, dans les urgences. Il y aurait véritablement des gains significatifs sur ce terrain-là. En tout cas, je pose cette question-là parce que ça vient d'être réglé récemment, mais la FIC a réglé avec le gouvernement, en tout cas en temps de principe, du moins, là, au moment de se parler. Alors, est-ce que vous, ça vous porte espoir quand même que vos doléances soient entendues par le gouvernement et qu'on puisse en arriver à une bonification de vos conditions et d'augmenter les cohortes ultimement? Bien, certainement que quand un groupe règle avec l'État, ça donne espoir aux autres groupes qui n'ont pas encore réglé. La FIC avait des enjeux particuliers. On ne connaît pas le contenu des ententes, mais tant mieux, il y a un règlement. Je suis très, très, très contente pour la FIC. Nous, on va amorcer une négociation sous peu. Cet enjeu-là est central cette fois-ci, la question de recruter, d'attirer de la relève, mais aussi de garder ceux qui sont dans le réseau. Ouais. Vous avez parlé des salles d'urgence. Je veux juste vous donner un petit exemple rapide, peut-être pour que les gens comprennent bien. À l'urgence, quand il y a un pharmacien, le pharmacien, lui, il va souvent voir le patient même avant le médecin. Après le triage, il va passer au pharmacien, puis le pharmacien, lui, son travail, ça va être de voir est-ce que ce qui amène le patient à l'urgence, ça pourrait être un problème de médicaments. Parce que c'est reconnu que chez les personnes âgées particulièrement, plusieurs d'entre eux reviennent pour un effet secondaire à un médicament, une interaction à un médicament, une mauvaise dose, une toxicité. Donc, c'est ça le rôle du pharmacien et ça va accélérer le traitement. Et parfois, quand il n'y a pas de pharmacien, on va se mettre à faire des investigations, peut-être plus nombreuses, peut-être pas utiles, et peut-être qu'on ne trouvera pas le problème. Et c'est là qu'on se retrouve avec le syndrome des portes tournantes, c'est que le patient va revenir si on n'a pas identifié son problème. Donc, c'est vraiment un facilitateur dans le parcours de soins du patient, le pharmacien à la salle d'urgence. Madame Linda Vaillant, directrice générale, de l'APES, merci beaucoup d'être passée pour nous faire preuve quand même de ce constat que nos pharmaciens et pharmaciennes en milieu hospitalier sont vraiment nécessaires pour notre système de la santé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser au sujet. C'est une tendance de nos jours, soit de voir un film porté en série télé ou l'inverse, une série télé à succès et de la voir se faire transposer au 7e art, dans les salles obscures, au cinéma. On parle justement
de cette tendance, mais aussi de ce film de 2019 et de cette série actuellement sur Netflix, Le Gentleman. Et c'est Nicolas Vincent Poirier qui est lui aussi un gentleman. Oh, merci Alex. Salut! Salut Alex. Salut Lord. Hey, dis-moi, je me trompe pas, c'est une tendance de voir l'adaptation, soit qu'on passe de la série télé au film ou à l'inverse, là. Oui, tout à fait. Et la raison est super simple. Le public connaît déjà le produit, donc c'est beaucoup plus facile s'assurer d'un succès. Et dans ce cas-ci, Guy Ritchie a fait le film The Gentleman en 2019. Et maintenant, eh bien, c'est une série Netflix que lui a créée. Il a écrit la base de l'histoire, dont 2 épisodes au niveau du scénario, la réalisation aussi, 2 épisodes. Et c'est vraiment un spin-off de The Gentleman. C'est quoi un spin-off? Justement, je m'en allais. Vas-y, explique. C'est un produit, une histoire qui est faite dans le même univers qu'une autre histoire. Soit on va parler d'un personnage, mettons qu'on va plus se focusser. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment, il n'y a pas de personnage qu'on revoit dans le film The Gentleman et dans la série, mais c'est vraiment le même univers, le même type de personnage. Et bon, ça suit Eddie qui apprend que son père décède et son père, c'est un duc en Angleterre, un riche, un aristocrate. Et bon, Eddie a un frère qui s'appelle Freddy et normalement, c'est à lui que devrait lui revenir toute la succession, le château, le titre et tout ce qui vient avec. Et non, absolument pas. C'est son plus jeune frère, Eddie, parce que Freddy, bon, disons qu'il y a des petits problèmes de consommation. À peu près. Oui, c'est ça. Et ce que Eddie va découvrir, parce que bon, on apprend qu'ils n'ont pas tant d'argent que ça finalement. Oui, ils ont un beau château. Un domaine, oui. Un domaine. Et là, ce que Eddie va découvrir, c'est que sous le château, il y a des criminels qui font pousser, tiens-toi bien Alex, la pire drogue au monde, du pot. Ah oui? Oui. Oui. Évidemment, en Angleterre, c'est illégal. Donc, mais pas à Laval. pas à Laval, mais en Angleterre, oui. Et ce gars-là, bon, qui a été dans l'armée juste avant que son père décède, va moralement avoir un dilemme. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Est-ce qu'il leur demande de partir, de rester? Qu'est-ce qui se passe avec son frère Freddy qui fait des choses absolument effrayantes? Et je n'en dis pas plus. C'est du bonbon, cette série-là, Alex. C'est 8 épisodes de 50 minutes. Et un soir, je me suis dit, je vais écouter juste un épisode. Et tu l'as fait en rafale. Exactement. Comme d'habitude, j'ai passé une nuit blanche. Et c'est... Oui, mais ça, c'est comme d'habitude, comme tu dis. Des fois, il m'envoie des messages à 4h02 du matin. On est aussi proche que ça. Pendant que je soupe. Oui, pendant que tu soupes, c'est ça. Pendant que moi, je mange mes toasts au beurre et peanuts croquants. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dès sa sortie sur Netflix, moi j'ai entendu parler de cette série-là. Tout le monde me recommandait de visionner cette série-là. Tu n'es pas le premier à nous en parler. Et des fois, je me méfie toujours des phénomènes populaires. Tu le sais, les courants de masse. Mais je dois t'avouer que je me suis moi aussi laissé prendre au jeu. Je n'ai pas terminé encore. Il m'en reste 4 à écouter. Je suis rendu à la moitié. Fait que brûle pas de punch. Absolument pas. Mais c'est tellement un bon produit de Netflix. Depuis fort longtemps, je n'avais pas vu une série comme celle-là. Et la raison pour ça, c'est pas compliqué, c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie, il a un style particulier. Depuis son premier film en 98, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Crime, arnaque et botanique, je pense en français. Depuis ce temps-là, son premier film a marqué son style. Son deuxième film, Snatch, en l'an 2000, l'a vraiment confirmé. Et depuis, à chaque fois qu'il va vraiment dans son style à lui, c'est des succès au box-office, sauf peut-être Revolver. Mais pour ce qui est du reste... C'est des flops, le reste. Swept Away avec Madonna, parce qu'il a été un certain temps avec Madonna en couple. Swept Away, qui a fait en 2002, ça a été un flop commercial. Après ça, il a essayé, entre autres, de faire un film sur le roi Arthur, je pense, en 2017. Ça a été un flop. The Man from U.N.C.L.E. en 2015, basé sur une série télé. Bon, ça a été un flop aussi. Les 2 exceptions qui n'étaient pas du tout dans son style, on peut dire, c'est Aladdin et, jusqu'à un certain point, Sherlock Holmes. Oui. Mais pour Sherlock Holmes, ça a été quand même un bon succès. Oui, ça a été un bon succès, ça, et Aladdin. Sherlock Holmes, c'est 2 films que j'ai adorés. C'est tellement dommage qu'il n'en fasse pas un 3e. Et vraiment, cette série-là, The Gentleman, c'est l'essence de Guy Ritchie.
Et quelque chose que je déteste au début d'une série, ça arrive tellement souvent. On commence quelque chose et finalement, on attend la deuxième saison. La première se termine un peu en queue de poisson, avec un punch, on ne sait pas ce qui va arriver. Et finalement, ben, la série est annulée. Ça s'est sûrement arrivé. Moi, ça m'est arrivé aussi et je déteste ça quand ça arrive. Est-ce que tu confirmes qu'il y aura une saison 2? Sûrement qu'il va y en avoir une saison 2, mais je te dirais que sans te brûler de punch, s'il n'y en a pas, j'accepte cette fin-là. Comprends-tu? Donc, là-dessus... Attention, dis-moi pas de punch, là. Absolument pas, absolument pas. OK. Mais donc, toi qui es un fin analyste, qui est un cinéaste aussi, ça se finit bien, ça pourrait se boucler avec une seule saison. Dans le pire des cas, oui, ça pourrait se boucler comme ça. Je dis le pire des cas parce que moi, je veux une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième saison à chaque année pour le restant de ma vie. Parfait, c'est entendu. Moi, je te dis merci, Nico. On se dit à très bientôt. Oui. Et tu vas nous amener, évidemment, un prochain film. Suggestion pour le week-end pascal, La Passion du Christ. Tiens, tu nous appelleras des films de Jésus. On va écouter ça ensemble. Tellement hâte. Moi aussi. Salut. Salut. Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez rattraper tout le contenu sur YouTube, également nous suivre sur notre page Facebook. Je veux remercier tous les artisans de cette émission, Lucette, Normand, Alain, Sophie, Daniel aussi qui contribuent très, très fort à chaque semaine. Et vous pouvez nous appuyer à votre façon. Jouez avec nous tous les dimanches 9h30 pour notre Bingo TV Laval. 3 500 $ en lot à gagner, dont 2 300 $ pour la carte pleine. Je vous dis à la semaine prochaine.